Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie tout d'abord de me faire l'honneur de prendre la parole ce matin en notre compagnie et le grand plaisir de pouvoir aborder un sujet qui m'est cher, c'est la qualité des soins aux personnes âgées, aux patients âgés plus spécifiquement, et ce matin sous l'angle des médicaments. Et j'associe très volontiers à mon exposé deux personnes avec qui je collabore depuis de belles et longues années, Olivia Daller, docteur en pharmacie, et Anne Spinowin, professeur pharmacien ici présente, qui travaille au LDRI, donc dans l'Institut de recherche pour tout ce qui est médicaments à Louvain-la-Neuve, enfin à l'UCL. La sagesse de Sir William Osler, il y a bien longtemps déjà, pointait que le désir qui nous avons, nous les humains, de prendre des médicaments est peut-être notre spécificité dans le règne animal. D'autres choses qu'on peut pointer de ce qu'il nous disait il y a déjà bien longtemps, c'est qu'il y a certainement une évolution dans la sagesse que nous avons, dans notre ardeur à prescrire les médicaments. Et finalement, la troisième et dernière que je pointerai bien volontiers, c'est que peut-être l'une de nos missions principales au corps médical dans le sens large du terme, c'est peut-être d'éduquer les gens qui nous entourent à ne pas prendre de médicaments. La première prévention dans la polythérapie, c'est peut-être de réfléchir à deux fois avant d'en commencer. Cette image, nous y reviendrons en toute fin d'exposé, elle montre que le sujet que vous m'avez confié, la polythérapie, est épidémique. Et j'ai repris ici une des diapositives qu'Olivia Daller, que je citais tout à l'heure en introduction, présentait dans sa thèse qu'elle a défendue fin 2013 et pas 2003 comme le montre la diapo, et qui montre que c'est un sujet qui est fort couvert par la presse, à la fois la presse spécialisée mais aussi la presse générale. Si je parviens à vous convaincre que nous sommes face à un problème de santé publique, j'aurai, je pense, réussi l'exercice que vous me confiez ce matin, parce que ce problème, il est fréquent, il est grave, nous pouvons l'identifier, le diagnostiquer et nous pouvons l'influencer positivement. Ce sont, comme vous le savez, les 4 critères qui doivent coexister pour qu'un problème soit dit de santé publique. Et qui plus est ici, il est de notre responsabilité parce qu'il y a trop gêne. Et je vais prendre alors ce problème comme une pathologie et cheminer avec vous à travers sa fréquence, ses causes, son histoire naturelle, son identification, les interventions que nous pouvons proposer et quelques perspectives pour terminer. Mais avant tout, définissons bien les 3 termes du titre, la polythérapie, le caractère inapproprié et les patients âgés. Avant Osler, on trouve pour la première fois dans la littérature médicale au milieu du XIXe siècle cette phrase que je vous invite à lire et qui déjà montrait que les médecins de l'époque n'aimaient pas la polymédication. Quand on regarde la littérature, on voit que peu de choses ont été décrites et qu'il y a eu un gap de peut-être près de 150 ans avant qu'enfin notre communauté médicale ne s'intéresse au problème. C'était la fin du XXe siècle. Et tout d'abord, on peut avoir une définition très simple, quantitative. Beaucoup de médicaments, quand on ouvre un dictionnaire, c'est d'en prendre plus qu'un par jour. Petit à petit, en pharmacie et en médecine, on s'est mis d'accord pour une définition classique qui est de dire il y a polythérapie dès lors qu'il y a utilisation au quotidien de 5 ou plus médicaments. Pourquoi 5 ? Je pense que ça fait sens et vous verrez en cours d'exposé que c'est sans doute le seuil à partir duquel, si on doit en définir un, et il est bien sûr un peu arbitraire, il y a un accroissement du risque d'interaction, d'effets secondaires et d'effets graves indésirables. À cette approche quantitative, et je remercie le bureau d'avoir élargi le titre de mon topic de ce matin à quelque chose de plus qualitatif, parce qu'en tant que tel, le nombre de médicaments per se n'est pas le problème, c'est bien sûr la qualité de la prescription. Il y a une approche plus qualitative. Alors on peut lire la colonne de gauche,
tout ce qui fait qu'une prescription médicamenteuse est appropriée et qui peut facilement, au niveau d'un de ces critères, basculer vers la droite et devenir relativement inappropriée. Et on parle d'indication, de fréquence de durée, de risque. Et au-delà du risque médicament, vous verrez que chez la personne âgée dont je vais vous parler aujourd'hui, 75 ans et plus, a fortiori s'il a un profil de fragilité, eh bien c'est l'interaction médicament-santé ou médicament-maladie qui va être la plus importante. Avec la recherche d'une balance favorable en termes de risque-bénéfice, tout en respectant des coûts sociétaux, mais surtout adaptés aux dimensions individuelles du patient. Et dès lors que cet équilibre n'est pas respecté, on peut parler de prescription inappropriée plutôt qu'une diapo un peu chargée. Voici, je pense, un petit résumé simple des 4 dimensions que nous devons essayer de respecter chacune au maximum, maximiser l'effet, minimiser le risque, respecter les coûts et surtout respecter aussi le choix et la préférence des patients. Et dès lors que la surface, si vous voulez, qui englobe ces 4 dimensions est maximalisée, la prescription est appropriée au niveau du médicament, mais aussi au niveau de la liste de médicaments. Et vous allez voir que les gens que je soigne, les gens que les généralistes soignent en maison de repos ou en gériatrie, ont en moyenne 8 médicaments par jour, au bas mot. La prescription, dès lors qu'elle n'est pas appropriée, est inappropriée. De 3 choses l'une, et c'est simple, ou bien on prescrit de trop un médicament qui n'a pas d'indication, qu'on utilise trop longtemps, ou qui est en duplication par rapport à un autre de sa classe, c'est de l'overuse que je ne mets pas en gras, c'est dommage, c'est inutile, mais ce n'est pas si délétère que ça. Et un cran au-dessus, je trouve en termes de gravité, la non-utilisation de médicaments utiles, par un tas de dérives dont l'agisme parfois, mais surtout, l'utilisation inadéquate de médicaments qui ont une indication, mais qui, pour ce patient-là, risquent d'induire plus d'ennuis que de bénéfices. C'est le misuse. J'y reviendrai, parce que dans l'outil que je vous présenterai tout à l'heure et que certains d'entre vous certainement connaissent, qui s'appelle Stop et Start, eh bien, on intercepte ces 3 problématiques. De qui parlons-nous ce matin? Des patients âgés, parce que le patient âgé n'existe pas. L'âge avançant, le temps avançant fait que, au 4e âge, dont je parle ce matin, l'humain a sa propre trajectoire. Et ces quelques photos montrent à quel point, pour un même âge, on peut avoir un profil de santé fort différent. Certains sont robustes, d'autres sont fragiles. Qu'est-ce que la fragilité? Extrêmement difficile à définir simplement. Voici la diapo qu'on a créée pour notre cours de gériatrie à l'UCL. Il se fait qu'un ensemble de choses dans la vie, l'âge qui avance, l'environnement dans lequel on avance, nos maladies qu'on cumule, peuvent chez certaines personnes réduire les réserves fonctionnelles de nos différents systèmes, immunitaires, cognitifs, rénal, cardiovasculaire, etc., qui entraîne une instabilité physiologique vis-à-vis de laquelle un effet stress qui peut être la grippe, la perte d'un être cher, la prescription d'un médicament, une salle d'op, va, sur un état de fragilité, entraîner une décompensation qu'on appelle le déclin fonctionnel, qui est à la personne âgée ce que l'interniste général appellerait l'altération de l'état général. En d'autres termes, ça ne va plus, avec des phénomènes en cascade, une perte d'indépendance et d'autonomie, des hospitalisations et, malencontreusement, au terme de la perte fonctionnelle et d'autonomie, parfois, à ce moment-là, un placement en institution, voire un décès, mais décès qui, au tout grand âge, n'est pas, quand on interroge nos patients et nos proches, la chose qu'ils redoutent le plus. Voilà la maladie exprimée, qui a un versant physique et profondément fragile, la personne du 4e âge qui cumule une lenteur, une faiblesse, une perte de poids, une faible activité, une fatigabilité, mais il y a aussi un aspect cognitif et dépression. Qu'est-ce qui sous-entendait
cette complication-là, eh bien, on découvre qu'il y a de plus en plus un terrain inflammatoire et neuroendocrine, et l'état de santé qui était là et qui est le nôtre pendant une grande partie de notre vie, eh bien, les facteurs de risque ici présents en bleu ou de protection sont, on le découvre, les maladies, le psychosocial, l'environnemental, et progressivement on découvre les bases moléculaires des facteurs de protection ou des facteurs de risque, et que tout ça est bien sûr fort dynamique et peut mener à ce que nous essayons de prévenir avec, en termes de prévention, des possibilités en prévention primaire, prévention secondaire, voire prévention tertiaire. Quelle est notre résonance magnétique nucléaire? Et je vois que le professeur Lecouvet sourit. Eh bien, la nôtre, c'est l'EGS, qui est cette évaluation qui se veut standardisée, globale, gérontologique, qui se fait en intermédiaire et qui détermine pour chaque personne âgée ses ressources et ses problèmes sur différents domaines, dans le but de planifier un plan de soins et qui doit passer par pas mal de dimensions, bien sûr médicaments et pathologie, mais le fonctionnel, le locomoteur, le mental, le nutritionnel, le socio-familial. Pourquoi? Pour pouvoir finalement, si vous vous rappelez des photos de cette diversité du 4e âge, savoir si la personne que l'on soigne est plutôt robuste, relativement vulnérable, voire fragile, ou est devenue dépendante, voire grabataire. Alors il y a deux grandes écoles, et je termine là l'introduction gériatrique du sujet, celle américaine de Mary Fried, qui a bien validé que les 5 paramètres que je vous ai énoncés tantôt et qui sont plutôt d'ordre physique permettent de classifier des personnes âgées en robustes, intermédiaires ou frêles, et c'est quelque part un phénotype préclinique que l'on peut utiliser en médecine générale, que l'on peut utiliser dans des grandes populations. L'autre école est canadienne, s'occupe, elle, d'un score, donc d'un index qui va aller mesurer 70 paramètres et donner, si vous voulez, une échelle, mais que finalement Rocouté lui-même reclassifie, et de façon intéressante, on retrouve des aspects assez locomoteurs, et le bon sens des médecins et des autres praticiens de la santé vous fait bien comprendre que la façon avec laquelle quelqu'un se déplace et vient à votre cabinet de consultation vous dit grand sur son état de santé. Et vous voyez simplement la silhouette au cours de cette évolution qu'ont certains vers une grande fragilité, parfois une maladie sévère et terminale, voire une fin de vie. Fin de vie qui doit aussi faire partie de notre réflexion. J'ai découvert cette figure l'an passé, que je vais essayer de vous expliquer, et que j'ai trouvé très intéressante. C'est une pyramide tronquée. Vous devez imaginer entre sa base et son sommet des millions de niveaux. Chaque niveau est celui d'une personne, où on va essayer de rattacher chaque personne, chaque individu à un certain niveau, et la surface du niveau, c'est le nombre de médicaments appropriés. 4 arêtes, organisées 2 par 2, le temps et l'objectif ou la finalité. Le temps, moins de temps il reste à un individu à vivre en termes d'espérance de vie, moins de temps nous acceptons qu'un médicament prenne pour donner son effet. Il y a tout le concept du lag time pour un bénéfice, donc le délai pour obtenir un traitement, et donc il est clair que quelqu'un qui va sans doute décéder dans les mois qui viennent a une espérance de vie relativement restreinte, et que ce qu'on attend des médicaments, c'est d'agir relativement vite, avec comme corollaire une approche qui, en termes de but des soins, va être plus palliative, et un objectif thérapeutique qui sera symptomatique. Et voilà la surface, peut-être, en fin de vie, pour des gens qui ont besoin d'être soulagés au niveau douleur, respiration dyspnée, inconfort, anxiété, agitation, constipation. Par contre, plus au 4e âge, le temps à vivre semble être encore grand, plus on admet que des médicaments prennent plus de temps pour donner un bénéfice. On pourrait parler de la prévention de la fracture du col du fémur dans l'ostéoporose, ou d'une statine, ou d'autre chose.
et plus aussi, en corollaire, on va se diriger vers une médecine qui est curative, qui essaye de postposer ou de prolonger la vie en traitant des problèmes avec donc des buts plutôt curatifs et des objectifs thérapeutiques qui sont de l'ordre de la prévention de complications. J'ai eu le plaisir de collaborer avec un de nos leaders en médecine gériatrique qui travaille à Madrid, justement sur toute cette problématique de l'optimisation du traitement médicamenteux en fin de vie. Il y a peu de données, c'est un sujet très complexe. Je referme ici la parenthèse pour vous montrer à quel point le bon usage médicamenteux au grand âge embrasse des cas de figure extrêmement variés. Revenons aux médicaments. Voilà un flash des données INAMI, population générale belge, prévalence barre, disons qu'elles sont bleues 5 ou plus, et vous voyez qu'en fonction de la tranche d'âge, et nous nous occupons ici de la partie droite du graphe, il y a quelque part 20 à 25% de notre population générale qui prend tous les jours plus de 5 médicaments. Sous-estimation, comme le montre le bas de la diapo, parce que ce ne sont que les médicaments remboursés et que très nombreuses sont les personnes qui consomment benzo, laxatifs, paracétamol, qui eux sont ordonnés. Ça, c'est la population générale. Si vous m'avez bien suivi, on va retrouver en maison de repos et de soins une concentration de la problématique, pavée dans la mare par cette étude FEB, Prescribing, dans nos maisons de repos chez les personnes âgées en Belgique, l'étude FEB, reliée par un rapport du Kenniscentrum, auquel Hans Pinowin a participé. Quelques flashs, vous voyez la moyenne des médicaments en maison de repos en Belgique, la fréquence de la polymédication, les médicaments psychotropes qui pèsent lourd, la plupart d'entre eux qui sont utilisés au long cours, et le coût étant important, mais n'étant qu'une des facettes du problème. Et voici un des graphes de ce rapport qui vous montre en effet que la médiane, c'est bien 7, et comme le box plot frôle les 5, on est bien pour sa borne inférieure, on était bien à 75% de prévalence d'une polymédication. Ce que moi je vois à l'hôpital, dans la salle de gériatrie, mais aussi par l'équipe mobile qu'on appelle la gériatrie de liaison qui va dans tout l'hôpital, en chirurgie, en médecine interne, en neurologie, faire à vie, c'est qu'il y a aussi 75% des patients qui cumulent plus de 5 médicaments. C'est une publication qu'on a faite avec notre équipe de l'UCL et qui montre qu'à côté de cette polythérapie, et là j'anticipe un tout petit peu, il y a le côté qualitatif où on peut trouver qu'un patient sur 2 a un médicament potentiellement néfaste, mais que l'autre versant dont je parlerai moi aujourd'hui, près de 2 patients sur 3, malgré ce profil, et vous voyez qu'ils ont 85 ans, et leur polythérapie en effet de 75%, eh bien, il manque en parallèle un médicament chez presque 2 personnes sur 3. Le problème est croissant. Il y a pas mal de données épidémiologiques qui m'ont beaucoup intéressé au niveau des îles britanniques et aussi, j'en parlerai de l'Irlande. Vous voyez qu'en 15 années, mais ceci c'est de la population générale, ce n'est pas restreint comme donné à la population du 4e âge, eh bien, les colonnes bleu pâle, la polythérapie classique, mais la polythérapie lourde de plus de 10 médicaments par jour étant en gris, eh bien vous voyez qu'il y a une croissance importante ces dernières années. Et on va se demander pourquoi dans 5 minutes. Alors, le message a été confirmé en Irlande, j'ai trouvé ça fort intéressant. En 15 ans, ils font 4, si vous voulez, mesures dans des populations en embrassant quelques 400 000 individus. Et on voit que, et la diapo vous le montrera en diapo, en image dans un instant, en figure, la prévalence quadruple en 15 ans, mais avec un message positif, c'est que la qualité, elle, s'est améliorée. Voilà d'abord l'aspect purement quantitatif, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Allez, les 3 champions statine, IPP, anti-agrégants. Et vous voyez pour chacun des 3, 97, 2002, 2007, 2012, à quel point, et bien sûr, il y a un effet marché, parce que certains médicaments n'étaient qu'au début de leur commercialisation, mais on voit quand même à quel point, et ce sont donc pour 1000 patients, donc vous divisez par 10, si vous voulez,
les valeurs de l'ordonnée et vous avez des pourcentages. Et donc, dans cette population 65+, du 3e âge et 4e âge, eh bien, il y a 14-15% des gens qui sont sous statine, qui sont aussi sous IPP, qui sont aussi... Enfin, ce sont d'autres... Ce sont la même population, mais je ne dis pas qu'ils les cumulent. Sans doute qu'ils les cumulent. Ça, c'était le quantitatif. Alors, le qualitatif PIP, c'est peut-être l'abréviation qu'on voit le plus dans la littérature, qui est donc des prescriptions potentiellement inappropriées. Eh bien, quand on utilise la liste STOP, j'en reparlerai dans un instant, on voit qu'il y a eu certains médicaments pour lesquels il y a une belle amélioration. Vous voyez ici, par exemple, l'aspirine dite haute dose. Il n'y a en médecine du 4e âge aucune indication à donner plus que 100 mg jour d'acide acétylsalicylique. Eh bien, il y avait, parce que ça donne plus d'inconvénients et pas plus de bénéfices, eh bien, l'utilisation de cette aspirine haute dose, et à l'époque, il y avait un Nasaflow 160 qu'on ne voit plus, heureusement, eh bien, elle s'est bien améliorée. Qu'est-ce qui s'est amélioré ici aussi? Je vois que les benzos à long terme défini par plus d'un mois, a heureusement, là-bas en Irlande, une tendance à la baisse. C'est peut-être pas tout à fait inattendu, c'est parce que vous verrez en Irlande que Stop et Start a été le plus travaillé, donc il y a sans doute un niveau de conscience et des pharmaciens et des médecins pour améliorer. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici par contre s'élever? Bien, c'est malheureusement les IPP à un dosage maximal. C'est affolant de voir, et je sais qu'il y a un tas de toxicités possibles aussi, mais en tout cas de coût, des gens qui prennent au long cours des doses maximales d'inhibiteurs des pompes à protons sans qu'il y ait d'indication. Alors, pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui mène à tout ça? Alors, il faudrait peut-être tout un exposé pour parler de causes. Je crois que tout augmente. L'espérance de vie, corrélée à une accumulation de pathologies, à un nombre de molécules qui arrivent sur le marché, mais la plupart sont des MeToo, des moi aussi, je suis aussi une statine, je suis aussi un IEC, il y a aussi une pression de l'industrie pharmaceutique, il y a des études cliniques qui pleuvent, il y a des recommandations dans tous les sens, et nos patients ont leurs attentes, leurs habitudes, aussi de l'automédication, et nous, les médecins, sans doute aussi d'autres métiers comme les pharmaciens, avons-nous la formation suffisante pour gérer ça? Le temps et la motivation, à l'évidence, non. Et qui d'entre nous, comme médecins prescripteurs, a la confiance en lui-même pour ne pas prescrire, voire pour déprescrire, qui sont deux actes plus difficiles que celui de prescrire. Alors, très simplement, regardez comment les maladies chroniques s'accumulent l'âge avançant. L'âge avançant amenant des maladies chroniques, il y a de la mais de la multi. La comorbidité, c'est l'hypertendu qui fait une FA et qui décompense, et tout ça se comprend dans son système. Mais la multimorbidité qu'on voit beaucoup en gériatrie, c'est ça, plus de l'arthrose et de la dépression. Donc c'est l'accumulation de maladies, la multimorbidité, qui n'ont pas de lien physiopathologique. Et on peut voir, et c'est très intéressant en médecine générale, là c'est le BMJ de 2012, que quand on est par exemple avec une démence ou un diabète ou une hypertension, eh bien on n'a pas que ça, on cumule beaucoup d'autres problèmes. Comorbidité, donc polythérapie, regardez comment l'accumulation des conditions entraîne une densité, si vous voulez. Donc ici 5 et plus, on va s'occuper du mauve, ou plutôt du violet, et donc on voit que en fonction du nombre de problèmes chroniques que nous avons, eh bien, la fréquence ou le nombre de médicaments s'accumule. Et pour boucler la boucle, puisqu'on a commencé par l'âge, cette même étude écossaise substitue maintenant en condition l'âge. Ce sont presque les deux mêmes diapos, et vous voyez que la boucle est bouclée. On en revient à une relation massive entre l'âge et la polymédication. Celle qui est lourde, comme je disais, 10+, est noire, et celle qui est mauve, ou plutôt violette, est ici. Vous voyez qu'à partir de 70-80 ans, c'est une partie très 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 significative de notre population. La médecine est aussi responsable. Mon ancien chef de département, alors que je me formais en gériatrie, avait glissé sur ma planche cet article qui avait été un pavé dans la mare, publié dans le JAMA, et que entre nous surnommons l'article de Madame Top Pill.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des chercheurs se sont posé la question de l'applicabilité des recommandations de bonne pratique et des guidelines, des implications de ce paiement à la performance. Plus on donne de recommandations aux médecins, plus aussi si le système les finance pour leurs bonnes pratiques, plus on va accumuler des médicaments. Alors très rapidement, ils ont pris aux États-Unis un échantillon de personnes âgées soignées sous Medicare, ils ont analysé toutes les recommandations nationales, ils ont pris les 15 maladies les plus fréquentes, dans les 15 ils ont choisi 9, je vous laisse voir, de l'hypertension, de l'angor, de la décompensation, de l'arthrose, de l'ostéoporose, du diabète, etc. Ils ont analysé à fond toutes ces guidelines et puis ils ont imaginé la vignette d'une dame de 79 ans qui cumule simplement diabète, hypertension, un certain niveau de BPCO, de l'ostéoporose et de l'arthrose. Dans le résultat, ils remarquent, et je refais le même constat 10 ans plus tard malheureusement, que quand on regarde toutes nos guidelines, rares sont celles qui attribuent plus qu'un tout petit paragraphe à la complexité de la décision médicamenteuse en présence d'une ou d'une multimorbidité, au but des thérapies quand l'âge est avancé, aux préférences des patients, à l'espérance de vie résiduelle, à la qualité de la vie, à la pénibilité du traitement. Tout ça n'existe pas dans nos guidelines. Et que, autre conclusion de l'article, le traitement médicamenteux est lourd parce que je vous laisse regarder ce que Madame Top-Pill doit prendre chaque jour, 17 prises à 5 moments de 12 médicaments quand elle suit les recommandations de son médecin qui lui suit les guidelines. Guidelines qui sont toujours monopathologiques alors que nos patients ne le sont bien sûr pas. Conséquence. Plus il y a de médicaments, et c'est mathématique, plus il y a d'interférences, d'interactions, d'effets indésirables, d'erreurs, de troubles de compliance ou d'adhérence, et puis d'événements indésirables qui sont surtout cérébraux, parce que la chute, elle est cérébrale, parce que le délirium qui est au cerveau, ce que l'OAP est au poumon, c'est cérébral, les reins qui se bloquent, le sang l'hémorragie, et tout ça peut arriver à des hard endpoints, comme des hospitalisations liées à des effets indésirables, des admissions en maison de repos et de soins, voire des décès. Ces effets indésirables, c'est fréquent, ça déclenche en tant que tel, et ça doit nous poser un tas de questions d'hiatrogénicité, près d'une hospice sur 4. Une fois sur 4 qu'une personne âgée arrive à l'hôpital, ou une fois sur 5, dans nos pays, c'est à cause d'un médicament. Ou, du moins, c'est une raison d'hospitalisation pour laquelle un médicament a joué un rôle important. Et c'est évitable. Et je reparlerai enfin d'exposer sur les perspectives, parce qu'avec Anne Spinoïn, nous participons à une étude européenne qui va tester justement la possibilité de prévenir ces hospitalisations médicamenteuses. Les patients sont plus à risque, comorbidité, vous le savez, polymédication. Je ne suis pas pharmacologue sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Simplement, pour résumer, la pharmacocinétique, c'est comment le corps va agir sur le médicament, et c'est l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Et la pharmacodynamie, c'est à l'inverse, comment le médicament va agir sur ses récepteurs, donc sur le corps. Il y a la prescription inappropriée, les difficultés liées au cerveau et aux troubles cognitifs, aux limitations physiques, et la difficulté d'avoir très peu d'evidence-based medicine. Une chose que je trouve assez exemplative, parce que en termes de pharmacocinétique, c'est le rein qui doit nous importer, par rapport à d'autres fonctions qui, elles, au cours de la vie, ont une pente très faible, la pente liée au vieillissement, et donc c'est physiologique. La filtration glomérulaire, et les néphrologues que je salue dans la salle ne me contrediront pas, la filtration glomérulaire diminue fortement avec l'âge. Ça, c'est la pente du vieillissement. Le V du modèle, publié il y a longtemps par M. Bouchon, que je ne connais pas, mais tout le monde se réfère à ce modèle qui peut coller pour n'importe quoi, que ce soit l'immunitaire, le locomoteur, le cognitif, mais ici on est dans la filtration glomérulaire. Ça, c'est la pente 1 qui est le vieillissement. Se superpose chez pas mal de gens de l'hypertension, du diabète ou d'autres choses qui vont accélérer. Ça, c'est la pente 2 qui est la maladie.
Et puis, des événements, et on avait une réunion de consensus à l'INAMI là-dessus il n'y a pas plus que 18 mois, il y a des événements soudains, une déshydratation, la prescription d'un AINS, un bas débit cardiaque qui va faire que le rein va avoir une décompensation aiguë plus ou moins réversible. Et donc, dès lors qu'on passe en dessous des 30 ml/min, on voit que physiologiquement, normalement, le rein n'y arrive pas en fin de vie, mais les maladies fréquentes que j'ai citées y arrivent avec souvent des décompensations. Donc le rein est un grand souci pour le médecin généraliste et le gériatre. Et des banques de données suédoises montrent que malheureusement, plus on avance en âge dans la vie, plus bien sûr, je vous l'ai montré, les reins dysfonctionnent, mais aussi plus là, le nombre de prescriptions explose et donc ça fait un mauvais mélange. C'est fréquent, c'est grave, et c'est atypique parce que les effets médicamenteux ne disent pas qui ils sont. Ça ne va plus, docteur. Tiens, il ne reconnaît plus ses enfants. Oh, il est tombé. Il ne mange plus. Il est moins alerte. Ça peut être mille choses. C'est là tout l'art de la médecine générale et gériatrique, d'essayer, ou de médecine interne qui s'occupe des gens très âgés, d'essayer de voir derrière ces symptômes atypiques s'il n'y a pas une explication médicamenteuse, et c'est en effet la question de la cascade, le bas, le réflexe. Ce problème nouveau ne pourrait-il pas être d'origine médicamenteuse? Vous connaissez tous la douleur, l'AINS, la rétention, l'hypertension, avec soit un traitement antihypertenseur, soit une décompensation cardiaque. Donc on va répondre à un problème médicamenteux par un médicamenteux, ou la prescription de l'antiparkinsonien, quelqu'un qui développe un syndrome extra-pyramidal parce qu'il a un antidopaminergique, parce qu'il est nauséeux, parce que... Et donc on est là dans ce cercle qu'on appelle la cascade. Peut-on identifier les problèmes? Évidemment. Comment le faire? Je crois que c'est une mission de la première ligne, et en pharmacie et en médecine générale, avec des approches qui peuvent être, pour les non-spécialistes et ceux qui ont moins de temps, explicites avec des critères qui ont été réfléchis, publiés et validés. Je conseille toujours d'essayer de remettre de l'ordre dans le chaos. Il paraît que c'est comme ça que le bon Dieu a commencé. En classant face à face les médicaments et les maladies, non pas, moi ça ne m'intéresse pas les antécédents chirurgicaux, psychiatriques et médicaux, par contre tout ce qui est cardiovasculaire fait sens, et je mets en face tous les médicaments cardiovasculaires. Et là je vois des trous, donc des manquements ou des duplications. Et puis le neurologique, le digestif, donc essayer de mettre de l'ordre, évaluer, individualiser, dialoguer, et voilà l'outil que je voulais vous présenter brièvement ce matin, STOPP, un outil de screening pour les prescriptions des personnes âgées, et donc un petit jeu de mots stop, mais qui ne veut pas dire qu'on doit stopper. C'est un drapeau qui nous dit, ne devrions-nous pas envisager d'arrêter ce médicament, soit parce qu'il est en overuse, soit parce qu'il est en misuse. La deuxième version a été publiée l'année passée dans Age and Aging par cette équipe irlandaise. C'est long, c'est intéressant, c'est pas très manipulable, je trouve, en médecine de tous les jours. 95 situations cliniques, 15 sections, 3 génériques, tous des systèmes et quelques typologies très importantes chez la personne âgée. La gestion des douleurs, les patients chuteurs et tous les problèmes avec les anticholinergiques, soit parce qu'ils sont antimuscariniques, soit parce qu'ils cachent cette activité-là sous une autre, ou derrière un autre effet primaire. Voilà la liste stop, que je vous demande bien sûr de mémoriser. Elle est longue et il était fait de façon très académique par système. Mais vous soignez quelqu'un qui est sous bisoprolol, vous savez que c'est un bêta-bloquant, et vous devriez retenir qu'évidemment, il y a là quelque part en cardiovasculaire une contre-indication aussi, un BAV d'un haut degré, ou une décompensation importante et fraîche. Vous devez aussi, bien sûr, et vous le savez, savoir que si un bronchospasme, on est dans le respiratoire et on ne va pas donner un bêta. Oui, je ne sais même pas lire tellement c'est petit. Mais en tout cas, il y a le respiratoire et puis aussi l'endocrinien. On n'aime pas émousser les réflexes adrénergiques de quelqu'un qui pourrait faire une hypoglycémie, parce qu'alors on pourrait masquer. Je trouve ça un peu théorique parce qu'au 4e âge, le système orthosympathique n'est plus aussi alerte que plutôt dans la vie. Et donc c'est assez éparpillé, je me suis même amusé dans cette liste stop d'aller encadrer en orange tout ce qui touche au cardiovasculaire. Donc le cardiologue, il doit aller partout, et le généraliste aussi. Et donc ce qu'on a fait avec Olivia Daller et Hans Pineuin, c'est essayer de rassembler les choses sur 2 pages
avec une lecture à entrée unique est beaucoup plus simple. C'est un petit progrès en attendant l'informatique et l'informatisation qui sera le pas suivant, en disant, ben oui, on a classifié et en mettant d'abord le système neurologique parce que dans notre expérience clinique, c'est là que le bas blesse le plus souvent et inviter les cliniciens à envisager un arrêt, et puis aussi mettre le locomoteur parce que ça reste toujours l'absence de vitamine D chez les gens chuteurs ou en ostéoporose fracturaire qui reste tellement simple, tellement peu coûteuse, mais tellement rarement assurée. Envisager une instauration, je ne vais pas vous fatiguer, mais c'est accessible, j'ai quelques documents avec moi, on les distribue de plus en plus pendant nos cours et surtout aussi dans des ateliers de formation. Eh bien, il y a une ligne qui dit par exemple pour les antidépresseurs, les opiacés forts, donc on va des médicaments à l'ensemble des situations qui les rendent ces médicaments non désirables. L'hémostase et le cardiovasculaire où on a rassemblé tout ce qui était éparpillé, et la dernière partie, l'endocrino, la digestive, le rhumato, ostéo-articulaire, le respiratoire et les fameux anticholinergiques. Ce n'est pas parce que c'est le dernier niveau que c'est le moins important. C'est important parce que beaucoup des confusions aiguës que maintenant on appelle délirium, sortir de son sillon, sont dues à l'introduction d'un médicament anticholinergique qui, sur une réserve fonctionnelle cognitive modérée, entraîne un dérapage qui peut mener, comme l'infarctus, au décès. Donc le délirium est une pathologie fréquente. L'autre versant, c'est le START, de nouveau un outil de screening, mais pour nous alerter, pharmaciens, médecins, à propos du traitement adéquat. Et de nouveau, mais je ne vous ai pas parlé de méthodologie, c'est un consensus, c'est une discussion, il y a peu d'evidence-based, mais donc ce sont des médecins généralistes, des pharmaciens, des psychiatres, des gériatres qui en Irlande pendant une dizaine ou une quinzaine d'années ont travaillé à ça. Ça a le même format, c'est l'autre versant, si vous voulez, ou l'autre face de la Lune que STOP, et nous l'avons aussi résumé. Et là, pour plus de logique, nous ne partons pas, nous, dans notre outil, celle du médicament, parce que le patient, en termes de START, eh bien, il est diabétique, ou il est arthrosique, ou il est dépressif. Eh bien, par pathologie, il y a des médicaments dont on nous invite à vérifier qu'ils sont bien présents. Le but n'étant pas clinique, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais nous avons, à intérêt pédagogique, essayé d'identifier les classes médicamenteuses qui, d'après notre pratique, mais aussi d'après nos publications, sont les plus souvent problématiques, et vous voyez que ce sont des choses fréquentes et simples. Alors, y a-t-il maintenant des possibilités d'intervention? On peut faire le diagnostic, il y a des outils. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait soit une revue, soit une recommandation, voire même en 2012, une revue Cochrane qui a montré que, et vous envoyez le titre, on peut améliorer l'adéquation de la prescription en termes de qualité, mais qu'il manquait à l'époque encore des outcomes qui montrent qu'en termes de non-hospitalisation, de non-admission en maison de repos, de non-décès, etc., ces données sont encore manquantes. À Londres, pour le King's Fund, je vous laisse voir aussi le titre. La Belgique n'est pas de reste et l'INAMI a publié un infospot assez intéressant sur tout ce qui est polymédication chez les personnes âgées. L'an passé, c'était autour du NHS en Écosse. Est-ce que l'humain que nous sommes, est-ce que notre famille, est-ce que nos patients seraient prêts à arrêter un médicament qu'on leur a donné de longue date? Intéressante cette étude, publiée dans une des revues les plus prestigieuses en gériatrie, qui est le journal de l'association américaine. C'est pas très ancien, c'est qualitatif, c'est intéressant, ce sont des gens de tous âges, mais l'âge médian est à 70 ans. On leur donne un questionnaire à propos de leur perception quant à l'arrêt d'un médicament si leur docteur ou pharmacien le leur conseille. Eh bien, 92%, alors qu'ils étaient le plus souvent lourdement polymédiqués, ces gens-là, je ne sais pas si c'était un critère d'inclusion, je n'ai pas lu l'entièreté de l'étude, eh bien, la grande majorité ont, par questionnaire, dit qu'ils étaient prêts à bien vouloir arrêter un médicament au plus si c'était possible et conseillé par leur médecin. Et donc, il ne faut pas hésiter à, si nous sommes convaincus qu'un médicament n'a plus sa place, voire est potentiellement néfaste, à proposer cette
des prescriptions, qui est un mot qui n'existe pas, je pense, au dictionnaire, qui mériterait d'y être, qu'on ne nous a pas appris à envisager, qui est extrêmement difficile à pratiquer et qui voudrait que dans une liste, pas à pas, médicament par médicament, du moins quand on a le temps d'y aller pas à pas, parce que parfois il faut donner un grand coup de balai quand c'est la crise et que les gens arrivent à l'hôpital avec un tas de psychotropes et que rien ne va plus, mais normalement pas à pas, et on peut par médicament les arrêter. Je ne vais pas ici entrer dans les détails, d'autres personnes seraient plus compétentes que moi en termes de pharmacie clinique pour voir quelles sont les classes médicamenteuses qu'on peut arrêter tout de go, celles pour lesquelles il faut un atterrissage en douceur, bien sûr, et les bêta-bloquants, d'autres médicaments cardiovasculaires et les psychotropes. Déprescrire est faisable, sauf bien sûr pour les benzodiazépines. Eh bien, c'est faux. Je cite volontiers cette étude de l'équipe de Gand avec Bob Van Ostikele et Mirko Petrovic qui ont été en maison de repos et de soins. Ils ont trouvé sur un échantillon de 135 résidents âgés sous benzo 38 qui, après rencontre avec leur médecin, acceptaient, malgré tous leurs préjugés, d'essayer d'arrêter leur benzo. Donc, bien sûr, vous allez déjà me dire c'est 38 sur 135, mais c'est déjà des gens qui étaient prêts à. Et quand on les a encadrés, à 8 mois, succès chez 2 sur 3, sans switch médicamenteux, sans syndrome de sevrage, sans perte de qualité de vie, avec au contraire un effet positif sur la qualité perçue du sommeil. Donc il y a moyen. Et pour faire un petit clin d'œil, ce que j'ai un jour entendu et qui m'amuse et qui je pense n'est pas faux, c'est que les benzos sont perverses dans la mesure où elles perturbent tellement le sommeil, pendant le sommeil, qu'elles font oublier à ceux qui les prennent qu'ils ont mal dormi. Ils se réveillent le matin pensant qu'ils sont bien dormis parce qu'ils ont oublié à cause de la benzo que leur sommeil était déstructuré, ce que l'électroencéphalogramme prouverait. Perspective en Belgique, et je terminerai par là, il vient d'y avoir en décembre, à l'initiative de notre Conseil national pour la promotion de la qualité, donc le CNPQ, à la demande de la Médicomut, organisée par l'INAMI, toute une journée qui a accueilli et invité un tas de métiers sur perspective en Belgique pour et plutôt contre la polymédication. Alors, le caractère est tout petit, je vous épingle simplement des choses qui sont des projets d'avenir ou des graines qui, je pense, pousseront dans le bon sens. On a entendu des gens qui parlaient, voilà, des psychotropes. Il y a tout un projet en Flandre qui est excellent. Nous avons nous-mêmes évoqué notre atelier de formation pour médecins, que d'ailleurs la Société scientifique de médecine générale me demande de reproduire pendant leur semaine de formation continuée pendant ce printemps-ci. Donc il va y encore y avoir quelques centaines de médecins formés. Les Hollandais d'Utrecht, et c'est très important, sont en train d'informatiser Stop et Start pour avoir un système de support à la décision médicale et pharmacienne. Des pharmaciens d'officine sont intervenus, des infirmiers, des plateformes de patients, et puis cette étude tellement intéressante qu'il faudra un jour discuter ici en académie, qui est cette étude Common dont Hans Pinouin est un des deux investigateurs principaux et qui teste en maison de repos comment les soignants de première ligne, le médecin généraliste, le pharmacien et l'infirmier peuvent, par une concertation autour de la liste des médicaments du patient, améliorer la prescription et éviter des outcomes. Et puis finalement, cette étude STRIP, et je vous en disais un petit mot, cet outil STRIP va être utilisé dans une étude qui va bientôt démarrer, multicentrique européenne, où justement on va essayer qu'un pharmacien et un médecin en collaboration, en mettant de l'ordre dans les médicaments du patient, en profitant de l'opportunité d'une hospitalisation, va pouvoir avoir un effet positif sur sa santé dans les mois qui viennent. Polythérapie, conclusion, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. On peut avoir 7 médicaments et que les 7 soient excellents. Mais c'est donc un signal qui invite à une révision des médicaments. C'est fort complexe d'établir cette balance entre risques et bénéfices potentiels, parce que d'une part, il y a certes, et vous allez être convaincus, un accroissement du risque des effets indésirables, mais il y a aussi potentiellement des bénéfices attendus en termes de qualité de vie ou de prévention de complications. Et notre défi, c'est
de travailler à cette amélioration de la prescription et de l'utilisation des médicaments en réduisant cette polymédication autant que faire se peut ou se doit, mais surtout un aspect plus qualitatif que quantitatif en termes d'overuse, misuse et underuse. Je me suis inspiré pendant cette préparation des publications fort intéressantes de médecins généralistes gallois. Il n'y a pas que le rugby qu'ils font bien en Pays de Galles. Et qui a sorti une série disponible sur Internet, c'était vraiment intéressant, sur polypharmacie essentielle, mais aussi à éviter, et qui a fait l'objet, cette petite série, par une journaliste d'un édito dans le BMG sur la polypharmacie, ce diable nécessaire. Et je termine mon exposé en vous reprenant cette première diapo, parce que si les médicaments sont aussi nombreux, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, c'est parce qu'il y a un miroir qui réfléchit. Et si nous on réfléchit aussi, peut-être qu'on va pouvoir remettre de l'ordre là-dedans. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur Philippe. Le micro pour monsieur Philippe. Merci. Comme les statines ne sont pas dépourvues d'effets secondaires, et d'autre part, vous savez qu'elles représentent aux États-Unis un marché qui est de l'ordre de 20 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars, je ne sais plus, peu importe. Qu'est-ce que vous pensez de la pression de l'industrie pharmaceutique qui essaye de faire prescrire des statines à des patients âgés, aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire, sous le prétexte imbécile de faire baisser le cholestérol? En un mot commençant, lamentable. Vous me demandez ce que j'en pense, c'est lamentable. Pour être court, si la statine, et je connais bien le sujet pour m'y être fort intéressé jadis, a toute sa place dans la prévention du haut risque chez la personne âgée, et on peut parler d'épidémiologie inverse, il est montré dans des corps que plus le cholestérol est élevé, mieux c'est. Donc en termes d'observation épidémiologique, le cholestérol n'est plus un ennemi des artères dès lors qu'on a passé sans doute l'âge de 70 ans. Il n'y a aucune étude qui montre l'utilité chez des gens très âgés. L'étude Prosper faite par l'équipe d'Écosse a, elle, montré qu'à 72 ans, 73 ans, en prévention secondaire, ça peut être utile. Mais donc, si je me réfère ici à cette pyramide tronquée, d'une part, et aux critères stop et start, il n'y a de place, et je réponds à votre question, chez la personne âgée, pour une statine que, 1, si on est en prévention secondaire, 2, si l'espérance de vie attendu est encore long, parce que justement les statines font partie de ces médicaments dont je parlais tantôt qui ont un lag time et dont le bénéfice ne peut se marquer modéré s'il existe, que longtemps dans le temps. Donc il y a un gros effet nécessaire pour arrêter des statines. Et il y a eu maintenant un essai clinique randomisé de déprescription où le bras contrôle s'est poursuivre et le bras intervention s'est suspendre. Donc il faut changer notre perception des essais cliniques et commencer à prouver que la déprescription en double blind est bien supportée, voire même, s'il n'y a pas un effet neutre, est positif. Donc je suis ravi de votre question pour un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui coûte très cher et qui peut aussi rajouter, parce que ça passe par les cytochromes et puis ça a des effets sur les muscles, ça peut avoir des effets sur le sommeil. Donc finalement, c'est un gouffre financier et ce n'est pas facile parce qu'arrêter une statine à quelqu'un à qui on a toujours dit que c'était important et qu'il ne fallait jamais l'arrêter, il faut du temps. Et le temps nous manque. Michel Goldman. Votre message est très clair, en particulier sur la déprescription. Simultanément, il y a l'innovation thérapeutique, parfois très importante, qui pourrait bénéficier aux patients les plus âgés. On peut penser à l'oncologie, demain à l'Alzheimer. Et est-ce que vous ne pensez pas que pour effectivement faire en sorte que l'innovation thérapeutique et donc finalement de nouveaux médicaments puissent bénéficier aux patients les plus âgés,
il faut revoir la manière dont certains essais cliniques sont conduits. Puisque comme pour les guidelines, en général, pour ces essais cliniques, on essaye d'avoir les situations cliniques les plus simples et les plus homogènes possibles. Et donc, on ne tient pas compte de ce qui est l'évidence du réel, la real world evidence, comme disent les anglo-saxons, qui nécessiterait effectivement de tester les nouveaux médicaments potentiels dans les populations plus âgées, mais dans des situations qui tiennent compte de la réalité, c'est-à-dire de la polymorbidité et de la polymédication. Absolument. Donc, on a grand besoin en médecine d'aujourd'hui d'essais cliniques valides. Ça veut dire qui inclut les personnes telles qu'elles sont avec toute leur complexité. Et donc, vous citez l'oncologie, donc je pense qu'en effet, il faut avoir le courage de pratiquer ces études. Ça, je ne sais pas quelles firmes pharmaceutiques vont se lancer dans ce défi à haut risque, parce que plus la population est hétérogène, plus il est difficile de faire sortir un effet dont on puisse prouver que le hasard n'est pas l'explication. Et je suis d'accord avec vous qu'indépendamment de ça, parce que vous disiez l'arrêt des médicaments et le démarrage des médicaments, je pense qu'aussi en parallèle, le fait d'arrêter, et je sais que je dévie un tout petit peu de votre question, monsieur, le fait d'arrêter certains médicaments donne de la place aussi à d'autres pour pouvoir arriver. Donc stop et start fait tout son sens, et ça fait partie de la révision médicamenteuse, mais je suis convaincu qu'il y a à l'avenir, et j'espère qu'il y aura, comme on a des médicaments qui soulagent ou qui aident, quoique indirectement, la fonction cardiaque, on puisse discuter ici dans 10 ans ou dans 20 ans de médicaments qui fortifient les muscles périphériques. On y faisait allusion tantôt avec la myostatine, mais bref, donc on attend encore des médicaments qui sont actifs sur la dégénérescence neuronale. Bien sûr, vous citez les cancers, la sarcopénie, et donc on est encore très dépourvu. Il y a de la place, mais ces études, à ma connaissance, ne sont pas encore en cours. Sans vouloir prolonger la discussion, ne pensez-vous pas que les changements de ces essais cliniques viendront plutôt des agences réglementaires que de l'industrie? Je pense que oui, l'initiation, les changements, vous voulez dire le financement ou l'organisation oui. Pour être sûr, effectivement, absolument. Dans le monde réel. Les plus belles études auxquelles, et elles sont rares, que je peux lire moi comme gériatre, en effet, ne sont pas venues de l'industrie pharmaceutique, mais d'agences qui se sont mouillées. Parce que même la toute belle étude et la seule qui existe dans l'hypertension et qu'on appelle HIVET, il fallait ne pas être en maison de repos, ne pas avoir une créate au-dessus de 1.4, ne pas avoir un MMS en dessous de 24, et donc dans le petit clin d'œil que j'ai aussi fait un autre réunion de consensus à l'INAMI, les 5 personnes de ma diapo, dont le monsieur médaillé en or près d'une piscine, pour vous rappeler la diapo, étaient toutes les 5 ou les 6 exclus de l'étude. Donc finalement, on a de belles études et rares, mais de patients tellement hors de l'ordinaire qu'elles ne sont pas généralisables à la pratique de tous les jours. M. Casimir, puis M. Dan, et puis derrière. Merci beaucoup pour votre exposé. Bien sûr, sur le plan du patient âgé, c'est caricatural, mais c'est aussi tellement vrai chez les patients chroniques. Et moi, je suis pédiatre, et je vois que dans les pathologies chroniques pédiatriques, on prescrit aussi beaucoup trop. On prescrit aussi beaucoup trop dans des situations aiguës, en réanimation parfois, où un nombre incalculable de médicaments sont prescrits à des patients. Alors, simplement, vous avez remercié et souligné l'importance d'être associé à des pharmaciens dans le travail que vous avez fait. Je trouve qu'en Belgique, on est encore beaucoup trop peu enclin à avoir des pharmaciens cliniques dans les hôpitaux, à avoir des pharmaciens cliniques qui aident les généralistes aussi par rapport à ce qui se passe au Canada, où ça existe d'une manière vraiment institutionnalisée depuis plus de 15 à 20 ans. Et donc je pense qu'il y a un énorme travail qui est de financer davantage encore que ce n'est aujourd'hui et de faire une place majeure aux pharmaciens dans les hôpitaux et aussi en parallèle avec la médecine générale. Vous parlez à un convaincu, je vous remercie pour votre plaidoyer. Je suis comme vous convaincu qu'on ne fera des progrès qu'en collaboration avec des pharmaciens cliniciens, et les personnes que j'ai citées le sont. Et au quotidien, en salle de gériatrie, on se voit, on fait les tours de salle ensemble, on discute, on réfléchit, on voit les familles, on essaie aussi d'améliorer les choses. Donc oui, le docteur, médecin, malgré son intérêt, je pense, n'est pas capable, par manque de formation, par manque de temps, voilà. La pharmacie clinique
est là, enfin. C'est Kaufmann. Oui, on a parlé des pharmaciens, des infirmiers, des médecins, mais on devrait peut-être aussi penser aux physiothérapeutes, Oui. puisqu'on pourrait prescrire également à ces personnes qui sont, pas bien dans la terre, mais qui n'ont presque plus d'activité physique, prescrire des activités physiques, voire des activités ludiques, puisque beaucoup des problèmes psychologiques ou physiques sont liés à ces manques d'activité. Et peut-être, enfin, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été réalisées qui démontrent que la prise de médicaments sera moindre, ou la délivrance de médicaments sera moindre pour des personnes qui ont de nouveau des activités physiques. L'hypothèse est très disparue. Je ne sais pas si des études ont été réalisées. À ma connaissance, non. L'hypothèse mériterait la peine d'être creusée et testée. Chez Madame Topil, je n'ai parlé que du versant gauche qui était la pile de médicaments. La partie de droite de la diapo que j'ai éludée parlait de toutes les recommandations pour cette dame, pour son arthrose, son exercice physique, son régime alimentaire, DASH et autres. Et bref, si on va dans, il y a des guidelines aussi pour tout ce qui est mouvement, mais comme vous parlez à un gériatre, et je ne serai pas trop long parce que le temps est dépassé, je suis un convaincu que le fait de bouger est essentiel, et pas qu'à l'hôpital, partout, c'est un des piliers de la santé. Maintenant, y aurait-il diminution de la polythérapie si on randomisait des gens, mais pas en double aveugle bien sûr, à avoir une activité physique? C'est des choses plus difficiles à tester en tout cas qu'une pilule contre un placebo, mais l'hypothèse est en tout cas interpellante. C'est là. Monsieur Bollon, je suis ici. Là. Ah oui, Merci beaucoup. voilà. Je voudrais vous poser deux questions assez brèves. La première, il y a 20 ans, on mettait en avant, même en français, le concept de polypharmacie, comme s'il s'agissait d'une notion plutôt que d'une hypothèse, en disant qu'il y a la synergie entre plusieurs médicaments prescrits ensemble, et on donnait des arguments en épileptologie qui ne se sont pas confirmés. Des arguments En épileptologie. en épileptologie. qui ne se sont pas confirmés. D'accord. Ma première question, c'est est-ce que cette notion est étudiée? Est-ce qu'on se dit dans ce contexte de polythérapie qu'on peut viser une synergie entre des médicaments de plusieurs classes sanguines? Dans mon domaine à moi, qui n'est pas la neuro ni l'épilepto, mais qui était et qui reste le cardiovasculaire, on parlait de polypiles pour mettre sous un seul comprimé des médicaments qu'on pensait être indispensables. Quand des artères sont fragiles, il y avait de l'aspirine, un IEC, une statine, etc. Et voire peut-être pourquoi pas un peu d'acide folique ou un peu d'homocystéine. Et ce n'était pas tellement pour de la synergie, c'était plutôt pour de la facilitation et de l'adhérence. Des synergies, il en existe en pharmacologie, mais je ne vois pas précisément la question. Vous me demandez si... Vous avez critiqué la polythérapie. Oui. Je me demandais si dans une critique positive, on veut avoir comme objectif Alors, la synergie entre plusieurs médicaments prescrits. certainement d'un point de vue théorique, je demande comme féru de la médecine basée sur des données probantes, la traduction de l'evidence-based, que ce soit montré qu'il y a plus qu'une addition et qu'il y a, quand vous parlez de synergie, une multiplication de l'effet positif. Il y a peut-être aussi synergie des effets indésirables. Donc, soyons très prudents, mais je ne connais pas assez l'épileptologie pour aller plus avant. Vous avez une deuxième question? Qui est une question d'interférence. Pour l'instant, l'INAMI, le SPM Santé et le KCE sont en train de réfléchir à l'application de l'Interrail, qui est aussi une classification, une évaluation de la lourdeur des soins, comme l'EGS que vous avez mentionné, au domaine de la réadaptation. Je pense que c'est inadéquat, qu'on va vite et qu'on ne pose pas les bonnes questions, mais j'aimerais poser la question dans l'autre sens. Est-ce que la réadaptation a des choses à apporter à votre approche, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se demander quelles sont les interférences entre la polythérapie et les objectifs de réadaptation ou des prises en charge de réadaptation chez les personnes âgées? La question est vaste, elle n'est pas si courte que ça. D'abord, pour écho à votre réflexion, j'étais hier à l'INAMI pour cette réunion, justement. Vous y étiez aussi? Ah voilà, d'accord. Derrière vous, Voilà, mais je me suis enfoui parce que j'étais
pas content de la qualité. Il n'y avait pas d'interaction et voilà, on va en rester là. Et donc, l'interférence entre la polythérapie avec des objectifs de réadaptation dans la personne âgée et des prises en charge. Oui. Mais quelle est la poule et quel est l'œuf? Il est clair que plus il y a de médicaments complexes, plus la santé est difficile. Je ne crois pas, et je ne connais pas de données ou de publications, mais informez-nous si vous avez l'info, qui montre que la réduction des médicaments améliore l'outcome d'une réadaptation, au sens où vous voulez parler d'un séjour de réadaptation en hôpital spécialisé ou d'une prise en charge kiné au domicile ou en maison de repos et de soins, c'est ça. Mais de nouveau, c'est de l'ordre de la théorie. Il me plairait d'apprendre qu'une étude a montré qu'une réduction des médicaments, surtout ceux qui sont psychotropes et qui induisent de la somnolence, surtout ceux qui coupent l'appétit et qui mènent à de la dénutrition, peuvent secondairement favoriser l'état fonctionnel des patients, qui est finalement notre outcome principal en médecine pour la personne âgée, et c'est comment eux fonctionnent. Donc je pense qu'il doit y avoir en effet avantage, mais je n'ai pas de preuve, à alléger, c'est un argument de plus, les médicaments pour que les gens marchent. Et ça rejoint la question de type locomotion et kinésithérapie. Benoît, c'est passionnant. Il y a encore 2 questions. Courte réponse. Merci. Merci pour la présentation. Je suis le Dr Belkacem. Je suis ici. Vous avez parlé au tout départ du stress par rapport au vieillissement. Est-ce que ce stress, d'une part, il est quantifiable? Et le deuxième point, est-ce que le substrat, entre guillemets, biochimique de ce stress, c'est un excès de catécholamine, parce que le biais, donc secondairement d'un hypercorticisme qui va induire toutes les complications, hypertension artérielle, diabète, ostéoporose. La quantification du stress est archi complexe, d'autant plus que je pense vous avoir dit autour de ce mot et de cet éclair en mauve que j'entendais le stress au sens large du terme. J'ai cité une infection par la grippe, la perte d'un conjoint, une salle d'op ou un médicament. Donc ce n'est pas le stress qu'au niveau psychosomatique ou adrénergique, catécholamine, etc. Et votre autre partie de question? Stress oxydatif. Oui, alors, oui, le mot stress est un mot qui a pas mal de connotations, mais il est clair que quand on va au niveau moléculaire essayer de comprendre ce qui fait plus vieillir une cellule, il y a la théorie bien sûr du stress oxydatif, il y a la théorie des télomères, mais il semble que le commun dénominateur de ce qui fait vieillir nos cellules et donc nos organes, nos fonctions et notre organisme, c'est un niveau de stress et qui intègre sans doute des stimuli extérieurs qui peuvent être de l'ordre psychologique ou alimentaire ou des maladies. Donc oui, mais je ne restreindrai certainement pas ça à tout ce qui est catécholamine. Monsieur Van Herwegen et puis Madame, et puis on arrête. Merci pour votre exposé que je peux rejoindre effectivement cette nécessité de revision thérapeutique globalement envisagée. Vous avez dit que l'hospitalisation est un bon moment pour peut-être revoir le problème général. Je vous rejoins, mais je crois que ça pose une grande difficulté de ce que je peux appeler la stratégie de santé publique, qui est l'articulation entre ce qu'on appelle la première ligne et la deuxième ligne qui est l'hôpital. Parce qu'effectivement, dans l'expérience qu'on peut avoir, les hospitalisations soit s'accompagnent d'un arrêt drastique de tous les traitements simplement parce qu'on ne prend pas la peine de réfléchir à ce que le patient prenait, soit la répétition à l'identique de ce que le patient prend, sachant que les hospitalisations dans l'évolution du système sont de plus en plus brèves et sont souvent justifiées par un problème pointu spécifique. Et on imagine mal le chirurgien orthopédique qui remettrait en cause la panoplie du traitement que le patient prend à domicile, et même en aurait-il le temps. Et donc je crois que peut-être quelque chose qu'il faudrait ouvrir, c'est ce dialogue médecine générale première ligne, et le passage à l'hôpital et le retour à domicile, pour éviter le reproche souvent fait, ils ont chamboulé tout mon traitement, ce qu'on entend quand même dire régulièrement, soit par distraction, soit délibérément, ce qui est votre proposition éventuelle. Donc je voudrais un peu vous entendre sur cette organisation générale. Je serai bref, on est 1000% d'accord, merci de votre intervention.
je pense avoir dit que pour moi l'avenir c'est en première ligne, c'est la médecine générale, c'est la pharmacie, c'est l'infirmier, c'est au lieu de vie, que ce soit la maison de repos. Pour l'instant, force est de constater qu'on n'y est pas. Je regrette comme vous les hospitalisations qui sont des moments affreux pour les personnes âgées. Cela dit, je suis dans un hôpital, je ne travaille qu'à l'hôpital et je consacre du temps avec un pharmacien à essayer de réfléchir à ce que la personne prenait. Donc j'utilise le malheur d'une hospice comme une opportunité pour commencer un petit travail. Mais évidemment, dans le rêve, et j'espère qu'il deviendra réalité, tout ceci va petit à petit arriver en médecine de première ligne et que sur son échéancier, le médecin généraliste se sentira motivé, voire même financé pour consacrer une consultation par an au minimum chez les gens âgés, simplement pour revoir la médication, rediscuter, refaire sens, déprescrire. Oui. Madame Fontaine. Moi, ce ne sera pas une question. Je voulais simplement vous remercier très sincèrement des propos favorables que vous avez tenus à propos de la collaboration médecin-pharmacien, parce que c'est assez rare de la part des médecins. Et dans ce cadre, je voudrais dire que la section des pharmaciens de l'Académie organisera en 2017, le 18 février plus particulièrement, en collaboration avec les pharmaciens néerlandophones, donc de l'Académie néerlandophone, la KGB, nous organiserons un symposium sur le rôle du pharmacien dans les soins de santé et en particulier, on mettra en exergue de cette collaboration, on donnera des exemples de ces collaborations constructives médecins-pharmaciens. N'oubliez pas d'inviter. Merci beaucoup Benoît et merci à Céline, ta collaboratrice.